Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Venez avec moi dans cette soirée autour du feu. Marchons au milieu de la forêt à la tombée de la nuit. Installez-vous confortablement pendant que je prépare le feu et écoutez attentivement les threads d'horreur qui vont suivre. Ils pourraient vous faire frissonner. La première histoire, c'est celle de Anne. À l'époque, elle avait 26 ans et elle ne pensait pas que quelque chose comme ça lui arriverait un jour. Anne nous explique qu'elle est professeure des écoles et elle a rencontré il y a 2 ans au travail une collègue, Florence, avec laquelle le courant est de suite passé. Elle se voit souvent en dehors des cours et, à ce moment-là, ce sont les grandes vacances. Elle l'a donc invitée à venir passer quelques jours dans la maison de ses parents, dans la campagne autour de Toulouse, dans un petit village qui s'appelle Lautrec. Anne nous explique que la maison est super, très grande, avec une piscine, un grand jardin qui donne directement sur des champs, et c'est la dernière maison au bout d'une impasse. Anne y est donc allée, et elles ont passé quelques jours super. Piscine, cocktail, bref, des vacances. Un soir, alors qu'elles regardent ensemble un film à la télé, Anne décide d'aller dans sa chambre pour chercher son téléphone qui chargeait sur sa table de chevet. Et elle explique qu'elle laissait des fenêtres ouvertes le soir pour faire entrer la fraîcheur, car il n'y avait pas trop de risques, car c'était un endroit calme. Il y avait des espèces de barreaux en fer forgé aux fenêtres du couloir, et les autres fenêtres étaient équipées de moustiquaires. Donc, elle va dans la chambre, et elle voit qu'un des deux panneaux de la moustiquaire, qui est donc en deux parties, est tombé. Elle ne s'inquiète pas du tout, et elle retourne voir le film. À la fin du film, elles vont toutes les deux se coucher. Elles ont chacune leur chambre séparée, avec chacune leur salle de bain. Et sa copine lui dit qu'elle va refixer la moustiquaire, car ça arrive souvent. Sauf que là, arrivée devant la fenêtre avec la moustiquaire est bel et bien toujours fixée à la fenêtre. Sur le moment, Anne se dit qu'elle a du mal voir et elle va se coucher. La nuit se passe normalement, mais elle entend plusieurs fois des bruits dans le couloir, ce qui ne l'inquiète pas plus que ça. Elle pense que c'est Florence qui allait dans la salle de bain ou son chat qui a l'habitude de faire un peu du bruit la nuit. À un moment, elle entend du bruit dans sa chambre et elle a peur que Poupée, qui est le chat donc de Florence, se soit enfermé dans le placard. Alors elle se lève, un peu embuée, et elle va ouvrir le placard. Poupée n'était pas là, mais au moins, elle ne pouvait plus s'y enfermer. Le matin, Anne se réveille et Poupée dormait à côté d'elle sur le dos, toute mignonne. Alors elle attrape son téléphone pour la prendre en photo, et au moment où la photo s'enregistre dans la galerie, elle voit une photo dont elle ne se souvient pas du tout. Et elle la regarde, et là, elle voit une photo de ses pieds devant le placard. Anne était alors très surprise et elle ne comprenait pas du tout. Du coup, elle va voir Florence dans sa chambre et elle lui demande si c'est elle qui a pris la photo. Elle lui répond que la photo a été prise de dessous le lit, vu le point de vue, et qu'elle ne se serait pas amusée à ça. Mais ça agace Anne, qui voit qu'elle ne la prenait pas vraiment au sérieux. Limite, elle pensait que c'était Anne qui avait pris la photo pour lui montrer et la faire flipper. Bref, elles croyaient toutes les deux que l'une se moquait de l'autre. L'après-midi, elles vont à la piscine et Florence déverrouille son téléphone pour que Anne puisse la prendre en photo sur le transat. Et là, Florence voit qu'il y a une photo inconnue dans sa pellicule. Elle voit une photo d'elle en train de dormir. Elle demande alors à Anne si c'est encore elle. Elle lui assure que non, ce n'est pas elle. Et à ce moment-là, Anne a clairement vu le visage de Florence qui s'est décomposé et elle ne faisait pas semblant d'avoir peur. Le soir arrive et elle commence un peu à se dire que pour éviter tout problème, elles allaient fermer toutes les fenêtres à moustiquaires et qu'elles allaient laisser ouvertes seulement celles avec les barreaux où il est sûr que personne ne peut passer. Les fenêtres et les volets sont fermés et elles s'installent devant un film comme à leur habitude avant d'aller se coucher. Elle laisse le bas du volet électrique roulant légèrement ouvert pour que le poupée puisse rentrer et la vitre à peine entr'ouverte. Le film se finit et elles vont se coucher. Elles ne sont pas trop angoissées parce qu'elles ont quand même tout fermé et ont vérifié 2 fois la porte d'entrée et les Velux. Seulement voilà, en plein milieu de la nuit, Anne entend à nouveau des bruits, mais plus dans le couloir cette fois-ci, mais sous son lit. Alors, là, elle a très peur.
elle n'était pas bien réveillée, mais la montée d'adrénaline s'est faite d'un coup, et elle s'est donc réveillée d'un seul coup. Elle ne savait pas quoi faire, et elle s'est dit qu'elle devait aller quelque part ailleurs. Elle a pensé à s'enfermer dans les toilettes, mais après, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas laisser son amie toute seule. Par contre, elle, Florence, elle avait une clé sur la porte de sa chambre. Mais Anne se dit que si elle se précipite, ça va être louche. Alors, elle dit à voix haute: Poupée, pourquoi tu me réveilles à cette heure-là? Bon, viens, on va remettre des croquettes dans la gamelle. Bon, évidemment, il n'y avait pas de poupée. Elle s'est levée le plus calmement du monde, alors que son cœur battait à 3000 à l'heure et qu'elle était sûre qu'il y avait quelqu'un sous son lit. Puis, elle se dirige calmement vers la chambre de Florence. Elle entre, essaie de fermer la clé, mais la clé n'est pas sur la porte. Elle réveille Florence en lui disant de vite lui donner la clé de sa porte. Elle, qui est dans le gaz, toujours endormie, lui répond que la clé de la porte d'entrée est dans le vide-poche. Mais à ce moment-là, Anne hurle: C'est la clé de ta porte de ta chambre que je cherche. Florence se réveille pour de bon et elle lui dit qu'elle est quelque part sur le bureau. À ce moment-là, elles entendent bouger dans la chambre de Anne. Des vrais mouvements, des bruits de pas. Elles sont pétrifiées. Anne se dirige vers le bureau. Florence essaie d'allumer, mais dans la panique, elle, comme Anne, n'arrive à rien. Elles sont super maladroites. Florence finit par réussir à allumer. Anne trouve la clé et elles entendent les pas se rapprocher et elles se précipitent vers la porte et la ferment à clé. Et pile à ce moment-là, elles voient la poignée de porte se baisser et quelqu'un essayer de la pousser. Elles se regardent toutes les deux. Elles n'arrivent pas à parler tellement elles sont horrifiées. Et quand l'intrus réessaie d'ouvrir la porte, elles ont peur qu'il essaie de la défoncer. Anne demande à Florence de prendre son téléphone et d'appeler le 17, car son téléphone à elle est toujours en train de charger dans sa chambre. Elle essaie d'attraper le sien sur sa table, mais il n'y a que le chargeur qui est resté branché, et plus de téléphone. Et là, elles entendent un rire glaçant derrière la porte. Il avait dû entendre leur conversation. Elles se disent alors qu'il n'est pas censé savoir qu'elles sont profs, et Anne dit: Flo, ton téléphone pro était pas resté dans ton sac à dos? Évidemment, elle n'a aucun téléphone pro, mais elle comprend immédiatement ce que Anne essaie de faire. Elle lui répond: Mais oui, j'y pensais plus, je vais le chercher tout de suite. Elle ouvre un placard et fait un bruit comme si elle cherchait dans ses affaires, et là, elle imite aussitôt une conversation avec la police. Plus aucun bruit dans le couloir, mais elles entendent une voiture démarrer en trombe au bout de l'impasse. Elles restent alors encore enfermées une bonne heure, et après, elles sont sorties de la chambre, elles ont attrapé sur le mur du couloir un sabre de déco, et comme elles ne trouvaient pas leur téléphone, elles ont couru jusqu'à la voiture avec le sabre, et elles ont essayé de rouler jusqu'à la gendarmerie. Essayé, car elles se sont rendues compte que les pneus avaient été lacérés. Elles sont ressorties et ont couru jusque chez le voisin, Rémi, le plus proche que Florence connaissait bien, et qui leur a ouvert. Heureusement. Quel soulagement pour elles. C'était indescriptible. Elles avaient enfin le sentiment d'être en sécurité. Plus tard, la police est arrivée. Ils leur ont fait signer les constatations, mais l'enquête n'a jamais donné suite. Ils ont relevé les empreintes, mais rien de nouveau. L'inconnu devait avoir des gants. Par contre, ils ont trouvé par où l'individu était rentré. Il s'est vraisemblablement glissé par la petite ouverture qu'elles avaient laissée pour que Poupée puisse rentrer si elle le voulait pendant la nuit. Il avait mis un bout de bois pour maintenir le volet un peu plus haut et s'y glisser. Le lendemain, elles ont pris quelques photos avec le téléphone du voisin et elles ont retrouvé leur téléphone dans la piscine. Il avait dû les y mettre pendant qu'elles dormaient pour ne pas qu'elles puissent les utiliser. Aujourd'hui encore, elles sont toujours un peu traumatisées par cette histoire et elles vérifient que Poupée est bien dans la maison le soir avant de tout fermer. Pour ponctuer cette histoire, heureusement que Anne a eu le réflexe de penser au faux téléphone professionnel, car on ne sait pas si elle serait encore là pour nous la raconter. La deuxième histoire, c'est celle de Jade. Elle s'est passée en 2017 alors qu'elle avait 16 ans. Elle était partie en vacances avec sa petite sœur, Alice, et sa meilleure amie, Tia, elles deux âgées de 14 ans. Comme tous les étés, elles avaient l'habitude de partir à Carnac, ville en Bretagne, où elles logeaient à chaque fois dans la même résidence car elle appartenait à une amie de leur père. La résidence en question est composée de plusieurs petites maisons avec une piscine partagée. Il n'y a pas d'entrée piéton à la résidence, autrement dit l'entrée des voitures et des piétons est la même, et puisqu'il n'y a pas de badge, la résidence est constamment ouverte pour faciliter les passages.
Les jardins des maisons sont également conçus de la même façon, ils ne sont pas fermés et n'importe qui peut passer par le jardin du voisin, chose qui se fait assez souvent et qui ne choque personne. Leur maison à elle est juste à côté d'une allée et vraiment proche de la piscine, ce qui augmente la chance pour que des personnes passent à côté ou par leur jardin. Leur mésaventure commence à la plage, et elles ne le seront que quelques jours plus tard car sur le moment, elles n'y avaient pas prêté attention. Avec Alice et Tia, elles faisaient toujours tout ensemble, et comme la plage était à moins de 5 minutes de la résidence, et le centre-ville à moins de 10 minutes, elles n'étaient jamais accompagnées d'adultes et elles avaient une certaine liberté. C'est donc en plein milieu d'une conversation entre filles sur la plage que Jade reçoit un airdrop où elle peut apercevoir une photo de pied. Au début, elle ne prête pas du tout attention au nom qui leur envoie le airdrop. Elle trouve ça drôle et elle décide d'accepter la photo. La photo montrait des pieds dans le sable avec une écriture qui disait Tu vas mourir. Jade rigole et elle se penche vers Alice et Tia en disant Très drôle. Sur le moment, elles n'ont pas compris, mais étant sûres que c'était elle, elle ne leur a pas montré la photo et elles ont continué leur conversation normalement. Rien d'anormal ne s'est produit par la suite jusqu'au lendemain après-midi. Elles sont de nouveau sur la plage et elle reçoit encore cette même photo de pied avec écrit Tu vas mourir. La blague ne la fait plus rire et elle dit à Alice et Tia d'arrêter car c'était marrant une fois, mais pas deux. C'est la première fois que les deux autres filles voient la photo et elles prennent un air choqué en disant que ce n'était pas elle. Jade ne les croit pas et passe à autre chose. Elles finissent par rentrer à la maison et la journée se passe jusqu'au soir. À savoir qu'elles dormaient toutes les trois dans la même chambre. Jade a pour habitude de se coucher plus tard que Alice et Tia, car elle regarde souvent des films jusqu'à tard sur son téléphone. Alors que les filles dorment, elle a été coupée dans son film par une demande de airdrop, toujours la même photo. Et alors là, elle se fait deux réflexions. La première, c'est que le nom de l'iPhone qui lui envoie la photo a un nom très étrange. Elle n'arrive pas à se souvenir en détail, mais c'était un assemblage de lettres qui ne voulaient rien dire. La deuxième, c'est qu'étant donné qu'Alice et Tia dormaient déjà, c'était impossible que ce soit elle. À ce moment-là, elle commence à paniquer, car cela veut dire que depuis le début, une personne extérieure lui envoie des airdrops et les a suivis jusque dans leur maison. Car pour envoyer des airdrops, il faut quand même être assez proche. Elle décide alors de réveiller les filles pour les mettre au courant. Elles stressent énormément, mais elles ont trop peur pour vérifier s'il y a quelqu'un dehors. Plusieurs jours sont passés sans que rien ne se produise. Elles ont donc cru à une mauvaise blague d'enfant de la résidence et elles ont vite oublié cette histoire. Une semaine après, la veille de leur départ, elles décident de visiter la maison abandonnée qui se trouve à 2 pas de leur résidence, histoire de marquer le coup avant de partir. Leur mère leur avait formellement interdit d'aller dans cet endroit, car elle avait bien vu leur regard quand elles ont aperçu la maison quelques jours plus tôt dans le séjour. Maison abandonnée signifie maison pas entretenue et donc risque de plancher qui s'effondre, etc. Mais elles étaient jeunes et elles s'en fichaient. Tout ce qu'elles voulaient, c'était se faire une petite frayeur et s'amuser. Jade nous précise qu'elle avait vraiment oublié cette histoire de airdrop, car depuis celui envoyé dans leur chambre, elle n'avait rien reçu. Elle arrive donc sur le lieu interdit et entre dans la maison. La porte avait dû déjà être forcée par des personnes auparavant car elle était ouverte. Elles ont alors décidé de sortir en douce pendant la nuit, car une maison abandonnée, ça se visite forcément la nuit, pour que ça soit encore plus effrayant. À l'intérieur, elles se font la réflexion qu'un film d'horreur pourrait vraiment se réaliser dans cette maison. Il y a des débris un peu partout, de la poussière en masse, et surtout plein de graffitis sur les murs. La maison est vieille, le bois craque, et pour se rajouter du stress et de la peur, elles se racontent qu'il y a des esprits. Cependant, au bout d'un moment, elles entendent un bruit qui ne ressemble pas du tout à du bois qui craque ou à un bruit qu'elles pourraient entendre dans une maison. Le bruit qu'elles entendent est un bruit strident, comme un bruit de métal, avec une fréquence de répétition parfaite. Elles commencent à chercher d'où vient le bruit, mais sans réussite. Dans l'instant d'après, avec Alice, elles reçoivent une demande de airdrop. Elles remarquent tout de suite que c'est le même nom de l'iPhone qui avait envoyé les airdrops une semaine plus tôt sur le téléphone de Jade. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même photo que d'habitude. Elles décident de ne pas accepter le airdrop, mais elles peuvent voir la photo envoyée. Même si la photo est sombre, elle se voit à l'instant à l'intérieur de la maison. La photo semble être prise de l'extérieur de la maison et à seulement quelques mètres d'elle.
À ce moment-là, elle commence à paniquer, car elles font le lien avec toutes les autres fois où Jade a reçu les airdrops bizarres. Et elles se disent que cette personne est peut-être finalement sérieuse et qu'elle leur veut du mal. Elles se dirigent donc automatiquement vers la fenêtre où a été prise la photo, et elles aperçoivent une ombre, comme une boule, qui se trouve parfaitement à l'endroit d'où vient le bruit. Car oui, le bruit continuait toujours. Elles se demandent vraiment ce que c'est, et elles restent fixées là, à regarder cette chose pendant quelques minutes. Il faisait noir, et donc elles ne voyaient vraiment pas bien. Mais d'un coup, la silhouette change de forme. C'est bien un homme. Il se relève, et il a ce qui semble être dans sa main, un couteau. Et il frappe le poteau qui se trouve à côté de lui avec ce même couteau. C'est donc ça la source du bruit. Elles sont sûres maintenant. C'est cet inconnu qui leur a envoyé les airdrops depuis le début, car il n'y avait personne d'autre dans les environs. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils commencent à accélérer et à courir d'un seul coup vers la maison et vers leur fenêtre où elle se trouve. Et c'est à ce moment précis qu'elles décident de partir vite en courant de la maison. Elles savent que si elles tombent nez à nez avec cet inconnu, il pourrait se passer quelque chose de très grave. Par chance, la porte de derrière est ouverte elle aussi. Sinon, elles n'auraient pas eu le temps de se sauver et de lui échapper. Elles courent de toute leur force sans se retourner et elles arrivent à la résidence. Une fois arrivées, elles remarquent qu'elles n'entendent plus l'inconnu les suivre, mais elles entendent par contre un rire, assez loin d'elles, qui les fait frissonner. L'homme est arrêté plus loin au milieu de la route, fait demi-tour et repart tout en rigolant. Elles se dépêchent de rentrer dans la maison et elles réalisent enfin ce qui vient de leur arriver. Elles se disent qu'elles ont échappé au pire. Elles n'ont jamais raconté cette histoire à leurs parents car elles avaient interdiction de se rendre là-bas et elles avaient peur des répercussions. De même pour la police, elles savaient pertinemment qu'elles n'avaient pas le droit d'aller dans cette maison qui n'est pas sur leur propriété et elles ont donc gardé le silence. Cette nuit-là, elles n'ont pas dormi jusqu'au petit matin où elles sont reparties. Depuis, Jade laisse son airdrop sur mes contacts uniquement. Et elle ressent toujours une sensation étrange lorsqu'elle reçoit des airdrops de ses amis. Après réflexion, elle pense que cette personne les suivait depuis un moment, puisqu'il a sûrement réussi à entendre leur prénom dans une conversation pour pouvoir lui envoyer à chaque fois ses airdrops. Au moment où elle raconte cette histoire, elles sont dans la même résidence et elle trouvait ça symbolique de la raconter en étant sur les lieux. La maison abandonnée est par ailleurs toujours là, avec ses graffitis, mais elles n'y mettront plus jamais les pieds. Nous arrivons maintenant à la fin de ces threads d'horreur autour du feu. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Faites attention en quittant la forêt, car on ne sait jamais. Si ce n'est pas à vous, qu'un thread d'horreur va arriver. Moi, j'éteins le foyer. N'oubliez pas que pour revenir participer à ces threads autour du feu, il faut s'abonner et activer la cloche, mais aussi laisser un petit commentaire, tel un livre d'or, sur l'accueil que je vous ai proposé autour de ce feu. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler de ces rencontres autour de vous. Plus on est nombreux, plus on frissonne. Bonne nuit.